Bonjour à tous, ça s'appelle les joies du direct et vous savez que c'est quelque chose sur lequel je ne reviendrai jamais. Il y a des gens qui apprécient et d'autres qui se disent tiens c'est original. Moi je ne suis pas trois, je ne suis pas quatre, je suis tout seul pour faire des trucs et vous voyez la webcam, eh ben, elle fonctionne puisque vous avez peut-être vu sur l'interview que j'ai réalisée à 9h30 avec Marc Fraisse sur son livre De Gaulle, tout fonctionnait et puis là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai beau brancher, ça marche plus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rapproché. Après avoir fait un petit sujet sur De Gaulle et sur la France, là, attention, nous partons dans la galaxie. C'est ça, à peu près dans la galaxie. On part Si vous voulez, sur la oui. Terre entière. Et attention, je suis avec une Alors attention, je vais vous le prendre, vous allez voir. Ok, ça s'appelle Association internationale. Mais pour le deuxième, la troisième et la quatrième lettre, je vais vous dire ce que c'est après. Mais avant tout, je suis avec excusez-moi, hein, il faut toujours respecter. Hein, je suis avec un président. Ah, c'est juste honorifique. Alors, la question traditionnelle, c'est toujours la même, c'est facile. Hmm. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Alors, moi, j'ai travaillé depuis de nombreuses années. J'ai fait l'ouverture de Beaubourg il y a déjà bien des années à Paris. Et depuis, j'ai travaillé dans le domaine de la culture et des arts. Et j'ai soutenu des artistes. Et j'ai mécéné pas mal de monde dans l'idée de les voir réussir dans leur domaine de compétences, qui est l'art et la culture. À côté de ça et parallèlement à cette activité, moi j'ai été chef d'entreprise, manager de transition pendant de nombreuses années et donc j'ai baigné dans le milieu économique, industriel pendant aussi de nombreuses années. Donc j'ai géré mes deux passions, la gestion et le management des hommes d'un côté et puis l'évolution et le développement d'entreprise et de l'autre côté, je me suis toujours occupé et j'ai toujours suivi les artistes toute ma vie. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis président de l'association depuis 2017 et voilà, à l'aune de ma pré-retraite, je, je prends beaucoup de plaisir à développer des projets à l'international entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, qui sont nos trois continents de prédilection. Voilà. D'accord. J'ai le droit de poser la première question gentille? Ouais, ouais, ouais. C'est plus facile de gérer des artistes ou de gérer des humains? Alors, les artistes sont des gens toujours souvent très très particuliers, dans le sens où ils ont beaucoup de personnalité. Et plus un artiste fait un travail assez souvent spécifique, plus il transpose une partie de sa personnalité dans son travail. Et les relations avec l'artiste sont généralement toujours plus complexes, on va dire, qu'avec qu'avec d'autres types de personnalités du monde civil. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait arriver dans la culture et l'art? Ah bah c'est très simple. Moi j'ai baigné dans une famille d'artistes, des premiers prix de Rome, des musiciens, des chanteurs d'opérette. Donc j'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire pour apprécier la musique classique, euh, et puis le dessin, la peinture, parce que j'ai baigné là-dessus et j'ai baigné dans cet environnement. Et ouais, moi, je ne peux pas penser une journée de ma vie sans regarder une notion d'esthétique du beau, que ce soit des beaux bâtiments, que ce soit un beau square, que ce soit voilà moi je suis toujours dans cette dimension, un beau tableau, une belle sculpture, un designer qui fait des choses exceptionnelles, donc un morceau de musique ou un musicien en défend ou un musicien et on promotionne un musicien Franck-Laurent Grandpré, qui est un pianiste lyonnais, qui compose, qui fait des choses exceptionnelles. On essaye de lui organiser, par exemple, un grand concert avec un Lang Lang, qui est un pianiste très coté, sinon le plus coté. Donc l'idée, c'est effectivement pousser les gens et les amener sur la scène internationale. Donc on a cette vocation, l'association a cette vocation-là, avec une centaine de partenaires que l'on a, qui sont des partenaires associatifs en Afrique et en Asie. Donc, on essaie de créer un mouvement au service des créateurs. Bon, je ne dis pas que des artistes, je dis des créateurs parce que le monde dans lequel on est plus vaste que celui de l'art contemporain ou du monde des peintres, des sculpteurs, mais les designers font un travail, ça va dans tous les domaines d'activité. On défend les arts vivants, donc tout ce qui est les arts de la rue, le théâtre, la danse, la chorégraphie. Et puis l'idée, c'est effectivement
aider les gens à sortir un peu, non pas forcément de la France, mais leur permettre d'être vus ou d'être montrés ailleurs qu'ici. On expose par exemple des artistes français dans les musées publics en Chine, parce qu'ici c'est extrêmement compliqué, ou en Europe c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, on déploie beaucoup d'énergie pour des gens qui ont du talent, parce qu'on sélectionne quand même des artistes. On essaye de sélectionner des artistes qui ont déjà une signature artistique. S'ils n'ont pas une signature artistique propre, on les aide, on les soutient pour qu'ils arrivent à avoir cette fameuse signature artistique. Cette signature artistique va simplement leur permettre d'avoir une particularité sur le marché et cette particularité va peut-être leur permettre d'être repérés par des agents, par des grandes compagnies ou par des grandes galeries ou par des collectionneurs d'art. Voilà. Donc on fait ce travail-là parce que là, depuis de nombreuses années, on pratique le monde de l'art et on a vu toutes les évolutions, bonnes, moyennes ou mauvaises, de l'art contemporain depuis, on va dire, moi, depuis 1976, je baigne dans ce milieu. Donc on a des choses très bien qui sont faites, des choses un peu plus compliquées, en rupture avec le monde de l'art d'avant, et qui ne sont pas toujours très faciles ou très abordables par les gens. Voilà, je pense notamment à l'art conceptuel. On va en parler dans quelques instants, mais je voudrais revenir sur un truc. Donc, si j'ai bien compris, dans votre passé, donc vous dessinez, vous peignez, vous chantez. Pas moi, hein. Ben si, ma famille, dit. Oui. Ah ben, la famille dans laquelle j'étais. Voilà. Comment ça se fait? C'est une erreur de casting? Vous n'êtes pas complètement vivant, c'est quoi? Ah ben moi, j'ai essayé de peindre. Hein. J'ai essayé de peindre pendant 10 ans. J'étais un vrai passionné, mais après, quand on n'a pas de talent, il faut le reconnaître. Donc, moi, j'ai plus de facilité à m'occuper des autres, et l'association, c'est sa vocation, on a plus de facilité à s'occuper des autres que de nous-mêmes, parce que, voilà, il faut reconnaître ses limites. Juste pour info, si vous ne le savez pas, j'ai eu 4 bacs en dessin. Donc, voilà, il y a un mot que j'utilise souvent avec les artistes, quand on parle de théâtre, quand on parle de musique, et vous en avez parlé un tout petit peu. Je vais vous donner un mot, je vais vous demander votre définition. Vous êtes prêts? Je vous donne un mot, je vous demande la définition. Parce que vous l'avez dit quelque part. Le mot émotion. C'est quoi ce mot? Le mot de l'émotion. C'est très complexe. Hein. Bah oui, parce que quand, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous dites que vous choisissez quand même vos artistes qui ont des talents, ces designers. Mais là, c'est quelque part, il y a de l'émotion qui rentre en ligne de compte. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a de l'émotion, pas que. Moi, je vous parle de moi en tant qu'expert. Oui. Je n'analyse jamais un travail au travers d'une émotion, d'un sentiment, comment dire, d'un sentiment, jamais. C'est toujours très technique. Une œuvre d'art réussie, alors, il y a déjà, la première des choses, c'est la correspondance entre la personnalité de l'artiste. C'est important. Et ses œuvres. Tout à fait. Ça veut dire que ça nécessite de connaître les gens et d'avoir, avant d'émettre un avis quelconque, c'est de passer du temps avec les artistes ou les créateurs. Qui sont-ils? Pourquoi font-ils ça? Comment ils créent? Quel est le processus de création qui les amène à? Et il en ressort quoi? Donc, on travaille parfois 6 mois, 1 an et demi avec un artiste avant de saisir un peu les codes de sa propre personnalité et de comprendre sa peinture. Donc ça, c'est un point important. Donc il n'y a pas de dissociation entre le résultat d'une création et la personnalité de l'artiste. C'est un tout. Et on doit prendre en compte la personnalité de l'artiste pour évaluer effectivement le travail de l'artiste. Après, dans l'évaluation d'un travail, c'est la forme de la peinture. Le sujet importe peu. Les artistes travaillent sur le même sujet depuis des millions d'années, donc on n'invente rien. Mais c'est la clé d'entrée, la petite porte, la fenêtre que l'artiste va ouvrir ou le créateur va ouvrir pour faire des choses un peu différentes en traitant un sujet qui a déjà été traité 1000 fois ou 100 000 fois. Donc ça, il faut être capable avec l'œil. C'est pas l'émotion, avec l'œil, de repérer effectivement cette petite clé d'entrée qui va être une clé de la modernité. Hein. Il y a des gens, on a des artistes nous, qui font des sous-bois, qui sont des paysagistes, mais ils apportent une petite chose, petite note différente qui fait que, tiens,
le paysage est différent de celui du voisin et il y a une clé, il y a quelque chose qui fait que ça donne envie de le regarder. Premier point. Deuxième point, c'est l'équilibre. Une œuvre d'art réussie. Vous pouvez mettre 2-3 symboles sur un tableau blanc, de 100 par 100, ils disparaissent. Si les choses sont bien structurées, bien organisées, il faut qu'il y ait l'équilibre. Une œuvre d'art, une création, qu'elle soit musicale, qu'elle soit, peu importe, il faut qu'il y ait l'équilibre. Quand l'équilibre est parfait, les formes, les couleurs, le sujet un peu traité, la gestion ou l'animation des disparités, les contraires, quand un artiste arrive à gérer les contraires dans une même production et qu'on a quelque chose de très équilibré, ça provoque l'émotion du spectateur. Je ne parle pas de mon émotion, moi, de celui qui va effectivement observer une peinture ou une sculpture qui il est surpris dedans. Donc nous, petit à petit, on essaye d'amener les artistes qui n'ont pas cette capacité-là encore à faire en sorte qu'ils créent les œuvres pour que les spectateurs regardent. Ouf, étonnant. Voilà. On peut passer 2 secondes derrière l'écran. Donc il n'y a pas de notion affective. Quand moi j'évalue un tableau, jamais. Enfin, un artiste ou la réalisation d'un travail. Évaluer, ça ne veut rien dire, mais parce qu'on n'est pas là pour juger les gens, mais pour donner quelques pistes. Moi j'écoute un morceau de musique, je ne suis pas un super grand mélomane, mais quand j'ai une très belle création, quelque chose qui sonne ou qui est extrêmement pertinente et qui sonne bien à l'oreille, toc, et quand il y a des dissonances, je vais le faire remarquer, je dis regarde là, hop, écoute, toc, et oui tiens, on peut modifier les choses, et voilà. Donc, d'accord. Je vous propose de passer quelques secondes derrière l'écran, vous êtes d'accord? Oui. Non. Vous ne le voyez pas, vous savez que c'est une question de principe, j'aime bien montrer les coulisses et tout. Les coulisses, c'est une personne qui est en face de nous. Oui, absolument. Elle n'a pas les mêmes yeux, elle n'a pas la même vue, elle n'a pas la même mesure, absolument, etc. Donc, quand vous parlez de tableau, on est d'accord que là, c'est uniquement la vue. Quand vous parlez de musique, c'est uniquement les oreilles et l'ouïe. Est-ce qu'elle va réagir de la même manière? Alors, qui elle est d'abord? Tout simplement expliquer, parce que les gens ne la voient pas. Alors, Naya... On tourne? Ouais. Allez, vous savez comment je suis, ce principe et tout, voilà, on tourne. Et vous allez la voir, tout simplement, elle est là. Alors, qui est-elle? Elle prend... Voilà, non, si on vous voit. Si vous pouvez vous rapprocher, allez-y, vous rapprocher, puis je vais caler. Voilà. Donc, tu te présentes. Allez, qui êtes-vous? Et puis, alors évidemment, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que vous avez bien compris qu'en fait, quand je vous ai montré les plaquettes, j'ai parlé d'art contemporain, mais c'est de l'art c'est l'Association internationale de l'art contemporain. Et c'est évident que moi j'ai toujours réfléchi, et j'oublie jamais, comme manière que les mélomanes ou les gens qui aiment l'art, ils ont une manière de voir les choses que j'ai pas la même manière. Je n'ai pas, par exemple, dans tout ce qui est dégustation manger, je n'ai pas d'éducation du palais. Donc c'est évident quand je me retrouve avec Fabrice Bonneau, avec des chefs, bon, c'est tout, j'ai pas. Et bien, est-ce qu'il y a des fois même où je me dis, quand vous regardez cette couleur rouge qui est là, est-ce que j'ai l'œil suffisamment développé pour savoir si c'est un rouge, de quel type, etc. Est-ce que je vois ça? Mais ça, c'est une première chose. Maintenant, nous, on est ici. Est-ce que toi, tu vois de la même manière les choses qu'on ne verrait peut-être pas? Qu'est-ce que quand tu parles des mots... Naya n'a pas compris la question. Oui. Quand toi, tu as une perception sur un tableau ou de la musique, comment tu fonctionnes pour analyser les choses? Quand tu as un tableau, il faut... Quand je vis des tableaux, c'est des tableaux, je touche chez moi, qu'il y a les choses. Après ça, pour moi, ça c'est plus intéressant. La musique, c'est la même chose. Quand j'écoute la musique, ça touche mon cœur. Peut-être avec l'expérience, il y a quelque chose qui se passe, et ou peut-être avec une image, ou quelque chose comme ça. C'est tout de suite tout chez moi. Je sens c'est la musique ou les tableaux, c'est vraiment bien. Parce qu'on parlait, avant de commencer, on discutait un peu, on disait que
moi qui ai vécu en Asie, vous avez vécu votre chinoise, on disait que c'est pas la même perception. Ils ont gardé quand même un certain nombre de, je ne veux même pas dire valeurs, éthiques, etc. Je vais parler de fondamentaux. Il y a des fondamentaux. Et alors, est-ce que ces fondamentaux, on les a nous perdus? Est-ce qu'on les a encore? C'est quoi tout ça? Alors, en Chine, particulièrement, c'est le secteur d'Asie qu'on connaît mieux, il y a effectivement des fondamentaux qui sont conservés dans l'instruction, dans la pédagogie, dans une formation très académique à toutes les écoles. Et depuis très petit, moi j'interviens et j'ai visité des collèges où vous avez des mômes qui apprennent à dessiner et à peindre sur des fondamentaux. Et les directeurs d'école nous ont montré des lieux de stockage de peinture, des gamins incroyables. Je ne sais pas, des milliers de mètres carrés de stockage de peinture d'enfants qui étaient conservés. Chez nous, c'est impensable. Et on dit, vous leur posez des questions, vous dites, mais pourquoi vous avez... Ils disent, mais si on a un artiste ici qui un jour réussit, on aura, nous, le collège, on aura effectivement conservé un certain nombre de peintures et on pourra valoriser tout ça, etc. etc. Donc non, on n'est pas en Asie, et en Chine particulièrement, ils sont restés sur la formation académique classique où ils apprennent à dessiner avant tout. On apprend le dessin, on apprend à utiliser les couleurs et on apprend une forme très classique de la peinture. Et on a une formation technique irréprochable. Techniquement, je n'ai pas visité le monde entier, mais j'ai fait pas mal quand même. Je pense que les plus grands ou les meilleurs artistes sur un aspect technique sont en Chine aujourd'hui ou en Asie, au Japon, en Asie et en Chine, parce qu'effectivement ils ont cette capacité à créer. Alors créer, c'est un autre sujet. Ils ont la capacité à faire des choses qui sont assez exceptionnelles techniquement parlant. Après, ce qui leur manque, c'est effectivement la capacité de transposer leur personnalité dans leur propre réalisation, mais ça vient après la formation. Et ça arrive, mais on a quand même, culturellement parlant, des fondamentaux qui sont ancrés dans l'histoire de l'apprentissage du dessin et de la peinture, qui permettent peu aux gens, aux artistes, d'être innovants. C'est en train de se mettre en place. On a des gens qui... Nous, on travaille avec les plus grands artistes chinois. Le meilleur artiste au monde est chinois, je l'ai repéré. Et on travaille avec des grands artistes qui font des choses exceptionnelles et qui, petit à petit, affichent leur propre personnalité et apportent de la modernité. Et la modernité chinoise dans la réalisation picturale n'est pas celle que l'on connaît aujourd'hui avec l'art conceptuel des installations. Il y a de très belles installations en Chine dans les musées. Vous avez des musées magnifiques, hein, on travaille en collaboration avec des musées, le ministère de la Culture en Chine, il y a de très très belles choses. Mais d'abord, on ne peut pas être considéré comme un peintre ou un artiste, tout simplement, si on n'a pas fait une école fondamentale. Voilà. Les autodidactes ne sont pas forcément des gens mal vus, mais ils ont très peu de place. Premier point. Deuxième point, les artistes en Chine sont des gens socialement reconnus, qui vivent très bien de leur métier. Et on a besoin de ces gens-là. La société a besoin des artistes pour respirer. Un artiste, il est là pour nous apporter une bouffée d'oxygène. Excusez-moi, a besoin des artistes pour respirer. Ouais. C'est une très jolie image. Ouais. Nous qui sortons de ces 15 mois de confinement, on a besoin de... C'est très très bien. Et donc les artistes ont une vraie reconnaissance sociale, ce qui malheureusement est difficilement le cas chez nous. Et on n'est pas encore tombé en Chine dans l'art business, où on voit des choses chez nous en Europe, aux États-Unis, qui ne sont pas forcément inintéressantes, mais bon, qui ne captivent pas l'œil. Et bon, on n'est pas dans ce monde-là. On est resté sur une observation de la peinture et petit à petit, il y a un enclenchement, il y a aujourd'hui une modernité qui arrive, il y a une révolution culturelle. Moi, je leur dis depuis 4 ans quand je fais des conférences dans les universités, il y a une révolution culturelle au sens culture du terme, et non pas politique. Hein. On ne parle pas de la révolution de Mao, mais bien de la révolution culturelle. Il y a une révolution culturelle dans tous les domaines d'activité,
la chorégraphie, danse, la musique, la peinture, qui est en train de se mettre en place. Petit à petit, ça s'amorce. Et nous, on a dans notre conseil d'administration des artistes chinois qui sont brillants, qui ont été à l'initiative, qui ont fait bouger les lignes et qui ont apporté de la modernité dans leur forme d'expression. Et tout ça, quand vous êtes professeur, ce sont des gens qui sont professeurs dans les grandes universités, eh ben, ça enclenche avec les nouvelles générations une nouvelle approche. Et voilà, on va, dans les 10 ou 15 ans qui viennent, vivre, à mon avis, la Chine va vivre une période très très intéressante en termes de renouveau culturel et artistique. Et ça va être très intéressant à suivre parce qu'ils ont déjà une technique extraordinaire et on va avoir de belles choses, de belles réalisations dans tous les domaines d'activité. Voilà. Alors là, vous ne me voyez pas, je me rappelle un problème technique avec la webcam, mais c'est pas grave, on fait toujours de l'authentique chez nous. Le problème, c'est que vous ne voyez pas ce que j'ai sous le nez, et là, je vous ai montré la plaquette. Mais ça fait à peu près 5 minutes que je me rends compte qu'il y a un truc marqué en dessous. À la confluence des talents générateurs d'émotions et d'innovation. Bon, on est à Lyon, dans le 6e arrondissement. Pourquoi aller nous faire une association internationale des arts contemporains? Ah, très simple. Non, elle est censée être compliquée, ces questions. C'est très simple, mais dans ma tête, c'est très simple. Donc, tout simplement, moi, toute ma vie, et beaucoup de gens qui ont intégré l'association sont des gens qui ont travaillé à l'international. Et moi, quand j'ai des gens les plus différents possibles autour d'une table, et quand ces différences, on arrive à s'entendre et à combiner des projets ensemble, on sort forcément des projets beaucoup plus ambitieux et pertinents sur le fond, aussi bien sur la forme, mais surtout sur le fond. On sort des projets beaucoup plus pertinents que quand on est seul, ou quand on est dans son petit coin, ou quand on rumine, ou quand on est dans un petit club. Voilà. Alors, c'est pas péjoratif, mais on est sur l'international parce que notre grande idée, c'est pas notre passion, c'est faire rassembler des gens qui viennent de cultures différentes et essayer de construire ensemble des projets qui puissent nous amener à mieux nous comprendre, à mieux nous cerner et à mieux nous connaître pour avoir des relations un peu plus sympathiques, un peu plus pertinentes, un peu plus agréables. Voilà, il faut apprendre à se connaître. Moi, quand j'ai découvert la Chine, j'ai vu à quel point les Français méconnaissaient la Chine au travers de ma propre expérience. Moi, j'ai découvert la Chine, j'ai dit, mais c'est ça la Chine. J'avais une perception de la Chine très archaïque, comme on peut encore nous montrer sur les livres de tourisme avec des gens qui ramassent du blé, du riz, pardon. Et voilà, voilà. Non, la Chine, c'est pas ça du tout. Il y a des gens pertinents, il y a des universités de partout, il y a des gens qui réfléchissent, qui innovent, qui bâtissent, voilà. Et culturellement, on est très proche de ces gens-là. C'est ma perception des choses. D'accord. Alors justement, on se retrouve parce que quand je vous ai contacté, j'ai repéré on va dire un petit événement, un événement assez important qui va se dérouler. Alors pas n'importe où, parce qu'il faut savoir qu'on est très fiers d'avoir de très beaux bâtiments à Lyon et dans notre métropole lyonnaise. Et là, c'est tout droit direction le Palais Bondy. Oui. Et c'est bientôt. Ouais. C'est très bientôt. Très bientôt. La fichette, elle est. Je crois que vous l'aviez. Voilà. Donc voilà la fichette, et vous l'avez peut-être vue, puisque j'ai partagé à un moment donné. Alors, quand je dis c'est bientôt, là, c'est le 9 juin. Oui. On se demande pourquoi le 9 juin d'ailleurs. Hein. Oui. Il n'y a pas de. Ah bah c'est. C'est pas fait exprès? Non, c'est pas fait exprès. D'accord. On a suivi le calendrier, possibilité du calendrier des plannings de la collectivité de la municipalité. D'accord. Alors, je vous montre, il y a marqué du 9 au 15 juin, c'est au Palais de Bondy, et c'est une exposition d'art contemporain. Et alors, si vous regardez, je vais rapprocher, puis je vous mettrai évidemment dans la zone beaucoup plus concrète. C'est quoi la photo? Alors, la photo, la photo en soi de l'affiche, c'est une photo de ruban de soie naturel tissé à la main, faite par Madame Li Wei, qui est une de nos, qui est une grande actrice et styliste chinoise, qui doit être la marraine, qui est la marraine de l'exposition, qui a travaillé avec Yves Saint Laurent.
Pierre Berger, et qui est une notoriété en Chine. C'est une grande, grande notoriété en Chine. Donc en fait, on travaille avec cette dame depuis 3 ans maintenant, 4 ans. Et c'est une vraie personnalité charismatique comme je les aime, des gens qui donnent d'eux et qui transposent leur savoir et leur connaissance auprès des étudiants. On a eu l'occasion d'être au restaurant avec elle le jour de son anniversaire, et des étudiants il y a 20 ans en arrière lui avaient fait une surprise. Elle avait une clé USB, tous les jeunes, tous ses élèves lui ont fait un petit mot, et voilà, elle était bouleversée par l'émotion, et c'était vraiment un moment magique. Et c'est des moments dans le domaine de la création et de l'art qu'on apprécie beaucoup, parce qu'on ne peut pas créer ou transmettre la capacité à créer aux autres sans avoir d'éléments, voilà, sans se rapprocher de l'humain, sans se rapprocher de la notion d'humanité, et sans se rapprocher de la notion du vrai et de l'authentique. C'est pas possible. Tous les gens qui créent, qui ne sont pas dans cette dimension de l'authentique, voilà, ils trichent, ou ils jouent, ou ils font du faux semblant. Et, voilà. Donc, on n'est pas, voilà, et c'est des gens qui nous captivent parce qu'ils ont fait une carrière. Voilà. Alors là, on a la photo. Qu'est-ce qu'on va trouver sur cette expo? Alors, l'exposition, elle n'est pas, paradoxalement, elle n'est pas forcément très, très internationale, puisqu'on a ciblé pour cette exposition des artistes de la région. Et puis, on a quelques invités d'artistes internationaux, comme Niway, bien sûr. Et puis, on a quelques artistes qui nous viennent. Eugène Igor Prokop, qui est un grand artiste de sa génération, qui va venir, qui vient de la Hongrie, qui est brillantissime, ce monsieur. Et on va avoir essentiellement des artistes nationaux, quelques gens du Midi qui viennent, des Toulousains qui montent. Et l'idée, c'est avoir une exposition la plus éclectique. On fait toujours. L'idée, quand on crée une exposition, c'est d'abord faire une scénographie qui soit la plus pertinente. Donc, je vais parler de modernité tout à l'heure, pour qu'il y ait un œil, pour que les gens puissent voir et avoir un œil différent sur une exposition. On va avoir une designer stéphanoise, Madame Bourbon, qui est très connue, qui commence à avoir une belle notoriété, qui va faire des choses un peu différentes. Donc l'idée, c'est d'avoir une exposition un peu éclectique, de façon à ce que le public, parce qu'on fait une exposition pour le public, donc que les gens aient la possibilité de découvrir des choses un peu différentes, que ce soit de l'abstraction, du figuratif, du design, avec différents matériaux. Donc voilà, le principe, ça va être de la découverte. Hein. Et on a appelé l'exposition les rencontres contemporaines, parce que moi j'aime bien l'idée moi je suis un systémicien, une chose seule ne peut pas exister si d'autres éléments extérieurs n'existent pas. Donc on a appelé rencontres contemporaines parce que les artistes sont là, mais les acteurs qui vont visiter, enfin les visiteurs vont être des acteurs d'exposition, et donc vont être aussi considérés comme des gens faisant partie des rencontres contemporaines, dans le sens où un visiteur qui est là, il est dans un monde contemporain, actuel, et il a son opinion ou des idées, soit à défendre, soit il peut évoquer des éléments critiques sur une peinture. Donc on va créer de l'échange durant cette exposition-là, durant les quelques jours d'exposition, de façon à ce que, on puisse partager des choses, que le public puisse partager des choses avec les artistes, et puis qu'il puisse y avoir un échange le plus pertinent et constructif possible. Elle est gratuite, la visite de l'expo? L'entrée est libre. L'entrée est libre, c'est un choix délibéré qu'on a eu. Et oui, l'entrée est libre. Et deuxième question, puisque on sort de 15 mois. L'entrée est libre, je précise, avec le Covid, on a encore des obligations de jauge. Tout à fait, c'est important à signaler. On a une obligation de respecter un certain nombre de personnes dans la journée au même moment. Donc, on s'est équipé tout un tas de matériel pour compter les gens qui vont rentrer et sortir. Oui, et puis bon, vous les pas, c'est vrai que ça tombe bien de juin, puisqu'on va passer du jauge de 35 à 65%. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y aura des gens pour expliquer? Parce que bon,
vous savez mon talent. Et quand j'ai visité Beaubourg, j'ai dû le faire 2 fois quand il y a eu l'exposition Magritte. La première, j'ai fait tout seul et je m'amusais à dire non, mais le tableau, il est à l'envers. C'est tout. Et la deuxième, j'ai quelqu'un qui m'a entendu qui dit viens, je t'emmène, je vais t'expliquer. Est-ce qu'il y aura des gens pour expliquer? Parce que bon, si je regarde ça, bah, je me dis je ne vais pas dire de la toile tendue, excusez-moi, mais moi je suis pas vraiment spécialiste de l'art. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont être là pour, je ne sais pas si je peux dire accompagner ou donner ce qu'on voit derrière? Alors, tout simplement, les artistes seront là. Donc, les artistes vont accompagner tous les gens qui vont vouloir des explications sur la façon de créer, le principe, la matière, toutes les informations nécessaires à la compréhension de la réalisation d'une œuvre. Donc, on n'aura pas des médiateurs, mais les médiateurs seront les artistes. C'est encore mieux que des médiateurs. Donc, ça c'est très très intéressant. D'accord. Voilà. C'était quelque chose qui était prévu depuis un petit moment ou ça a été mis en place quand on a Alors l'exposition, oui, elle était prévue au mois d'octobre, puis elle a été décalée. Non, on l'a pas prévu. Il n'y a pas très longtemps qu'on a prévu l'exposition. On l'a prévu il y a à peu près 6 mois, 7 mois, sans savoir si elle pouvait se faire. Et nous, on avait prévu une grande exposition Women in the World, on aura l'occasion d'en reparler, à la Sucrière, qui était un événement international qui était consacré à l'expression, à la création féminine des femmes des 5 continents. Et on veut faire vraiment quelque chose de magnifique et aussi bien en représentant de l'art plastique, des designers, des créateurs de mode. Mais bon, avec le Covid, effectivement, on a remis tout ça et c'est retoqué maintenant en 2023. Donc, parce que ça nécessite de trouver des financements importants. Et voilà, et il faut qu'on trouve les financements. Et on a fait un gros travail de fond, mais bon, avec le Covid, comme tout événement a été annulé. Donc non, ça n'a pas été prévu depuis longtemps, mais nous on a des capacités à organiser les choses en très peu de temps. On a fait la plus grande exposition d'art contemporain en Chine en 2017. En 3 mois on a organisé ça. Donc voilà, avec pas mal de monde, mais voilà. Et donc ouais, il ne faut pas forcément beaucoup de temps. On a quand même une petite et une très bonne expertise et de bonnes compétences, aussi bien à l'international. On a un réseau d'artistes à peu près dans le monde entier. On a un réseau d'institutionnels avec qui on travaille et on a un réseau. On a un réseau en Asie et en Chine qui est extraordinaire. On a des partenariats avec des institutions chinoises, notamment dans le domaine de la culture, pour leur permettre de les accompagner, pour les aider et pour les accompagner dans le développement de projets culturels qui sont en lien avec, on va dire, la population locale et qui sont en lien avec les aspirations artistiques du moment. La grande difficulté de la culture, quand on est à l'international, c'est la contrainte, c'est prendre en considération le schéma ou la dimension culturelle du moment d'un pays. Vous n'allez pas aller faire une exposition d'art conceptuel en Chine aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Alors, sauf peut-être si vous êtes dans des villes branchées comme Shanghai, machin, je ne suis pas sûr que c'est beaucoup de sens, ou Pékin. Mais voilà, donc il faut forcément prendre en considération là où ils en sont, là où les gens en sont, culturellement parlant, pour proposer des choses qui soient pertinentes, intéressantes et qui puissent captiver l'attention du public, quoi. Donc ça, c'est des choses auxquelles on doit veiller. Donc, voilà. Je vais me permettre de rebondir en vous rappelant comment dire que alors à la Sucrière, il y a une explication, puisque l'expo du Petit Prince et de Saint-Exupéry a ouvert, a refermé. Elle a ouvert la semaine dernière. Vous avez vécu en direct les interviews de la responsable de Tempora et de la chef de projet. Et l'expo va durer jusqu'à début novembre. Je vous rappelle qu'elle est attendue à Bruxelles logiquement au mois de décembre. Donc on ne pourra pas durer longtemps. Et c'est vrai que la Sucrière a dû décaler un peu son programme. Juste pour en finir, vous parliez de ce projet Women in the World. Voilà, les femmes du monde. So what? Les femmes du monde.
Donc c'est un projet. On ne peut pas le faire en chinois, non? Juste pour eux. Ah, tu peux le traduire en chinois. Comment tu dis femme du monde en chinois? 世界女艺术家展。Ah, j'ai tout à fait compris. Vous avez compris que ça veut dire femme du monde. Donc oui, c'est un projet qui demande des ressources, du mécénat. Et comme la période du Covid a déstabilisé pas uniquement la dimension sociale et sanitaire, elle a aussi perturbé l'économie de notre pays. Donc aujourd'hui, pour avoir du mécénat, c'est difficile. Donc c'est pour ça qu'on a déplacé l'événement en 2023, parce que là, il n'y a rien. Cette année, il n'y a rien de possible, ça c'est clair. 2022, ça va être une année de reconstruction et on espère pouvoir effectivement avoir des aides et des fonds des collectivités locales et des entreprises privées pour mener à bien ce projet. Je suis une femme, je fais l'art contemporain. Ouais. Tout est bouclé ou je peux encore envoyer ma candidature? Pour quel événement, cher monsieur? Vous pouvez encore, parce qu'on va rebâtir, on va restructurer et réorganiser un peu tout le projet dans son ensemble, parce qu'il y a un décalage tel que dans la durée qu'on a beaucoup de participantes qui s'étaient inscrites. Et c'est pas dit qu'en 2023, elles soient toujours présentes. Donc bien sûr, bien sûr. Comment on fait pour retrouver l'expo? Retrouver l'expo, alors ça c'est une bonne question. Les gens doivent aller sur notre site ou ils ont des informations sur Facebook. Sur quoi, madame, tu as communiqué? Parce que moi, c'est pas mon... Les sites, c'est quoi? www.aiac, c'est ça? Oui, c'est ça. aiac-international.com. D'accord, ok. Donc le site internet, la page Facebook. Page Facebook. Sur quoi tu... TikTok, Instagram. Oui. J'utilise ça aussi sur LinkedIn. Ouais. Oui. En Chine, on utilise WeChat. D'accord. Bilibili. Top News. Et évidemment, vous retrouvez toutes les informations sur Direct Enjeu et Radio Insolite, juste à côté de cette vidéo. Je voulais vous remercier. Pardon, vous voulez peut-être dire. C'est nous qui vous remercions, vous êtes déplacés. Écoutez, c'est vraiment des choses. Permettez-moi de dire que vous voyez, j'ai l'habitude de dire, même si vous savez que je fais toujours un peu cocorico, je suis très fier d'habiter à Villeurbanne, on est quand même capitale française de la culture 2022. Je suis intimement persuadé que vous aurez quelque chose à faire dans notre bonne ville de Villeurbanne, puisque c'est la métropole qui va être concernée. Mais je voulais vous remercier parce que moi j'ai l'habitude de dire qu'on a une merveilleuse ville, une fantastique ville qui s'appelle Luc Dunhomme, pour faire un peu d'humour, et que, allez, je vais me permettre, il n'y a pas que le foot à Lyon. Dernier truc, je vous rappelle que mardi prochain, j'aurai le plaisir d'être en déplacement, puisque je pars dimanche, et je vais passer 4 jours à Saint-Étienne. Je vais rejoindre Roche-la-Molière avec Eric Derninet pour finir de Dauphiné. Mais on va faire tout ce qui est autour de Roche-la-Molière. Et puis surtout, mardi à 11h, je suis accueilli par Thierry Monton, qui est le directeur de la Cité du Design à Saint-Étienne. Je vous rappelle que pour ceux qui ne le savent pas, Thierry Monton a été aussi député et ministre. Et voilà, ça va permettre de montrer que même s'il y a des choses qui se font à Saint-Étienne, il y a aussi des choses qui se font à Lyon, et il y a aussi des choses qui se font un peu partout. On finit sur un truc, parce qu'il y a marqué Association internationale. Je peux faire un petit clin d'œil? Oui, je fais un petit clin d'œil à Thomas Pesquet. J'espère qu'il y a quand même quelque chose qui est prévu dans la station spatiale orbitale, puisque tu y es depuis un petit moment. J'espère qu'il y a de la culture, il y a aussi combien d'expos, il y a aussi des tableaux. Merci à tous, et puis merci à vous. Merci.